60 ans, 6 décennies de tension entre deux pays qui partagent la même langue, la même foi, le même passé colonial. Franchement, si on vous dit que c'est juste une histoire de territoire ou d'idéologie, on vous raconte des salades. La vraie réponse, elle est froide, elle est chiffrée, elle est économique. Parce que ce qu'on a devant nous, ce n'est pas un conflit entre deux peuples. 60 ans, 6 décennies de tension entre deux pays qui partagent la même langue, la même foi, le même passé colonial. Franchement, si on vous dit que c'est juste une histoire de territoire ou d'idéologie, on vous raconte des salades. La vraie réponse, elle est froide, elle est chiffrée, elle est économique. Parce que ce qu'on a devant nous, ce n'est pas un conflit entre deux peuples. C'est un duel entre deux modèles de puissance. Et aujourd'hui, on va le décortiquer ensemble, sans filtre, sans parti pris. Juste les faits, juste les données. Alors pourquoi ce face-à-face dure depuis si longtemps? Parce que l'une de ces deux nations est en train de prendre discrètement, mais sûrement, un avantage structurel qui pourrait tout changer. On va regarder les arsenaux économiques des deux camps, les stratégies d'influence, les rapports de force et comprendre pourquoi la carte du pouvoir en Afrique du Nord est en train de se redessiner, là, maintenant, sous nos yeux. Mais d'abord, pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut remonter à la source. Pas à hier, aux toutes premières heures de l'indépendance. 1 an. Il a fallu à peine 1 an après l'indépendance algérienne pour que tout bascule. Octobre 1963, la guerre des sables. L'armée marocaine avance sur Tindouf, et ce n'est pas un hasard. Tindouf, c'est du fer, du manganèse, des hydrocarbures. C'est une fortune enfouie sous le sable. Attaquer une nation qui vient tout juste de naître pour lui arracher ses ressources, ce geste-là a gravé dans le marbre une ligne de front économique et géographique qui, 60 ans plus tard, n'a pas bougé d'un centimètre. Cette guerre, elle ne s'est pas terminée en 1963. Elle a juste changé de forme. Parce que ce traumatisme fondateur a forcé chaque pays à construire ses propres armes. Et là, le résultat est saisissant. On se retrouve face à une asymétrie géoéconomique totale. Deux modèles qui ne se ressemblent en rien. L'Algérie, elle a tout misé sur la souveraineté énergétique. Le gaz, c'est son bouclier, son levier, son identité stratégique. Le tout enveloppé dans une diplomatie de non-alignement strict. On ne s'aligne sur personne. On négocie avec tout le monde. Le Maroc lui a joué une partition complètement différente. Les phosphates comme ressource clé, une intégration profonde dans les réseaux occidentaux et une économie volontairement diversifiée, tourisme, automobile, services. Deux visions du monde, deux arsenaux, un seul duel. Alors maintenant, on rentre dans le concret. Les chiffres bruts sans habillage. Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, projette entre 65 et 80 milliards de dollars de revenus pour 2026. Prenez une seconde pour laisser ce chiffre rentrer. C'est un trésor de guerre d'État. Et dans un monde où chaque crise géopolitique fait exploser les prix de l'énergie, ce genre de trésorerie ne se résume pas à de l'argent. C'est du pouvoir pur, cristallisé. Maintenant, mettons ça en face de l'OCP marocain. L'Office chérifien des phosphates contrôle 70% des réserves mondiales. 70%. C'est un monopole de facto sur une ressource dont dépend l'alimentation de la planète entière. Impressionnant. Absolument. Mais voilà où ça coince. La capitalisation totale de l'OCP tourne autour de 50 milliards de dollars. Et surtout, les fluctuations du prix du phosphate ne vous donnent pas le même levier de pression qu'une valve de gaz qu'on ferme un soir de décembre. Ce n'est pas comparable. Ce n'est même pas le même sport. La preuve, l'Italie. 38% de ses besoins en gaz viennent directement d'Algérie. Pensez-y vraiment. Un seul robinet fermé à Alger, et c'est une partie entière de l'Europe du Sud qui se retrouve dans le noir et dans le froid. C'est ça l'arme géopolitique ultime du XXIe siècle. Pas une armée, pas une bombe, un gazoduc, un levier direct sur la sécurité nationale de puissances entières. Mais tout ça, c'était encore de la théorie. Jusqu'en 2021, août 2021, rupture diplomatique officielle. Les ambassadeurs rentrent chez eux, les lignes directes se coupent. Mais franchement, ça c'est presque du symbolique. Le vrai coup, il tombe en novembre. L'Algérie ferme le gazoduc Maghreb-Europe. D'un seul geste, en une seule décision, elle prive le Maroc de centaines de millions de dollars en droits de transit et lui coupe 1 milliard de mètres cubes de gaz.
du gaz qui alimentait directement son réseau électrique. Et pendant ce temps, l'Algérie renforce tranquillement Medgaz, son gazoduc direct vers l'Espagne. Le message est chirurgical. On peut isoler un voisin, forcer l'Europe à reconfigurer ses flux énergétiques et redessiner la carte continentale, seule, unilatéralement, sans demander la permission à personne. Ce n'est plus une posture, c'est une démonstration de puissance réelle, froide, calculée. Sauf que la Méditerranée, ce n'est qu'un front. Parce que pendant qu'on regardait tous vers le nord le vrai terrain de jeu, lui se jouait beaucoup plus au sud, le Sahel. C'est là que tout se joue vraiment. Le Maroc n'est pas arrivé les mains vides. 3 milliards de dollars dans des usines d'engrais, un réseau bancaire de 30 milliards déployé dans 25 pays. C'est une pénétration de marché magistrale, construite sur des années. Sur le papier, c'est impressionnant. Dans les faits, c'est en train de se retourner contre eux. Pourquoi ? Parce que tout cet écosystème porte une étiquette. Elle est invisible, mais tout le monde la voit. Made in Occident. Les accords d'Abraham ont ancré le Maroc dans une alliance perçue comme pro-israélienne et pro-américaine. Et dans un Sahel qui vient de vivre une vague de coups d'État portés par des discours franchement anti-occidentaux, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, cette étiquette ne vaut plus rien. Pire, elle isole. L'Algérie, elle arrive avec une offre radicalement différente. Pas de banque, pas de conférences, pas de conditions. Du concret, du gaz à prix cassé, des infrastructures électriques. Des routes transsahariennes pour désenclaver des territoires enclavés depuis toujours. Et surtout, aucune leçon de morale, aucune conditionnalité politique. Dans des pays qui rejettent précisément ce modèle de tutelle occidentale, ce positionnement non aligné ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il résonne, profondément. Et c'est là qu'on touche au paradoxe le plus douloureux de toute cette histoire. Prenez 2 secondes et imaginez. 2 pays qui fusionnent leur énergie, leurs terres agricoles, leurs routes commerciales. Un bloc de 90 millions de consommateurs. Un marché intégré avec le gaz d'un côté, les phosphates de l'autre, et des corridors commerciaux qui relient l'Atlantique à la Méditerranée. Pour n'importe quel investisseur sur la planète, c'est le scénario de rêve absolu. Mais ce scénario n'existe pas. Et il n'existera probablement pas de sitôt. Parce que les 2 États sont paralysés par la même peur perdre le contrôle. L'un ne partagera jamais son gaz bon marché. L'autre ne cédera jamais l'accès stratégique à ses côtes atlantiques. Résultat, des frontières barricadées, un marché régional en miettes, une croissance amputée des 2 côtés. Alors la vraie question c'est, à qui profite cette paralysie? Pas aux citoyens algériens ou marocains, c'est une certitude. Non, les grands gagnants, ce sont les puissances extérieures. La France, par exemple, vend des armes aux 2 camps simultanément. Total Énergie investit, Renault produit. Tant que le Maghreb reste fracturé, les intérêts étrangers s'engouffrent dans les brèches et prospèrent tranquillement. 60 ans de rivalité. Et les seuls qui paient vraiment l'addition, ce sont les populations des 2 rives. Alors voilà la question à 1 million de dollars, ou plutôt à 80 milliards. Lequel de ces 2 modèles est taillé pour le monde de demain? Avant de répondre un chiffre, un seul, mais il dit tout. Budget défense 2026. Algérie, 25 milliards de dollars. Maroc, 5 milliards. Un rapport de 1 à 5. Et attention, ne lisez pas ça comme une préparation à une invasion. Non. Ce que ce budget colossal fait concrètement, c'est geler le rapport de force. C'est de la dissuasion pure. Personne ne bouge, personne ne teste, personne n'ose. C'est le silence stratégique acheté à prix d'or. Mais au-delà des chiffres militaires, ce qui se dessine ici, c'est une doctrine. Et cette doctrine repose sur 3 piliers. 3 seulement, mais ils sont absolument décisifs dans la géopolitique fragmentée d'aujourd'hui. Premier pilier, l'énergie souveraine. Contrôler la ressource dont les autres ont viscéralement besoin pour survivre. Pas une ressource parmi d'autres, la ressource. Celle qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain. Deuxième pilier, une armée indépendante. Une force qui verrouille ses frontières et impose le respect sans avoir besoin du parapluie sécuritaire d'une puissance étrangère. L'autonomie militaire, c'est l'autonomie politique. Troisième pilier, la diplomatie non alignée. Dialoguer avec Moscou et Washington. Vendre à Pékin et à Bruxelles. Sans appartenir à aucun bloc,
sans se retrouver prisonnier d'aucune alliance rigide. Dans un monde fracturé, la liberté de manœuvre, c'est peut-être l'actif le plus précieux qui soit. Alors, verdict, et je vais être direct. Le Maroc est un acteur sophistiqué. Économie diversifiée, alliés puissants, soft power réel. On ne peut pas le nier, et ce serait malhonnête de le faire. Mais quand on pose les deux modèles côte à côte, froidement, objectivement, le constat s'impose. La combinaison algérienne, gaz souverain, puissance militaire autonome, diplomatie non alignée, c'est précisément le kit de survie qu'exige le monde fragmenté, imprévisible et multipolaire dans lequel on vit aujourd'hui. Pas par idéologie, par conjoncture. C'est l'adéquation entre un arsenal et une époque qui crée l'avantage structurel. Et cet avantage, en ce moment, il penche d'un côté. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, rien n'est gravé dans le marbre. Est-ce que le gazoduc transsaharien sera le coup de grâce définitif? Ou est-ce que de nouvelles alliances technologiques, des ruptures énergétiques inattendues, vont redistribuer les cartes du jour au lendemain? Est-ce qu'un camp